l'Assemblée nationale attend que la Cour constitutionnelle puisse lui écrire pour solliciter la levée des immunités de M. Matata Ponyo, comme on l'avait fait dans le cas de M. Kazadi, Nicolas Kazadi. De Vital Kamerhe et de Kamuleta qui a raison. C'est le débat d'aujourd'hui et nous n'avions pas entendu laisser passer cette occasion sans pouvoir apporter notre pierre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, pendant que la Cour est en train d'instruire l'affaire, lui demander d'arrêter, de suspendre la procédure et de demander au procureur général de solliciter à nouveau les immunités de M. Matata en raison de ce qu'il vient d'être élu ou de ce qu'il a été élu député national alors que la procédure était en cours. Et ce, malgré que ces immunités avaient déjà été levées alors qu'il était sénateur. En d'autres termes, est-ce que la levée des immunités en tant que sénateur peut légitimer la poursuite ou la continuation des poursuites alors que l'intéressé a déjà acquis d'autres immunités? C'est la question qui se pose et c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Je vais l'aborder en deux points pratiquement. Le premier point, je vais le consacrer un peu à ce qu'il faut entendre d'abord par les immunités, parce que beaucoup de gens parlent des immunités, mais peut-être on ne sait pas de quoi il est question. Les immunités sont certains obstacles que la loi a institués et qui empêchent des poursuites à l'égard de certaines personnes et dans certaines conditions. Les immunités sont une exception au principe, n'est-ce pas, constitutionnel de l'égalité de tous devant la justice, devant la loi, devant la justice. Ce principe voudrait que chacun de nous puisse répondre, et ce, de la même manière. Et c'est ça, c'est un principe de justice. Qu'il n'y ait pas de privilèges pour certaines personnes, que la justice ne soit pas seulement l'affaire de certaines personnes alors que d'autres échappent. Mais il y a, comme je suis en train de le dire, une exception à ce principe-là. Et cette exception, c'est ce qu'on appelle les immunités. Il y a deux sortes d'immunités. Il y a les immunités qu'on appelle les immunités de fond et les immunités de procédure. Les immunités de fond, je vais essayer, n'est-ce pas, de vous montrer tout cela, d'illustrer cela à travers une disposition de la Constitution. Je prends l'article 107 parce que c'est la disposition qui concerne aussi le cas dont nous sommes en train de parler. L'article 107, lorsque vous le lisez, il a 4 alinéas. Le premier alinéa dit qu'aucun député, qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Le deuxième alinéa dit qu'aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. Et le troisième, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.
Je vais m'arrêter à ces trois alinéas-là de l'article 107. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que si vous analysez bien ces trois alinéas-là de l'article 107, vous allez constater qu'il y a deux sortes d'immunités. Il y a les immunités dites de fond et les immunités de procédure. L'immunité de fond, c'est l'irresponsabilité pénale. Et elle est consacrée par l'alinéa premier que nous venons de lire. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Lorsque le parlementaire est dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, on dit qu'il bénéficie des immunités de fond et il jouit de l'irresponsabilité pénale. On ne peut pas le poursuivre et même s'il arrivait à quitter ses fonctions, on ne peut pas le poursuivre. Parce que ce sont des immunités qui protègent les fonctions parlementaires. Mais il y a aussi des immunités qu'on peut lever. Parce que les immunités de fond, on ne peut pas les lever. Mais on ne peut lever que les immunités de procédure. Et là, l'alinéa 2 ainsi que l'alinéa 3, ces deux-là sont relatifs à ce que nous appelons les immunités de procédure. Pourquoi? Parce qu'on dit ici, il faut l'autorisation de l'Assemblée nationale pour poursuivre et arrêter un parlementaire. L'exception, vous avez vu, lorsqu'on est en cas de flagrant délit, là, on peut poursuivre, se passer de cette autorisation-là. Mais si ce n'est pas dans le cas de flagrant délit, on doit solliciter l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon que l'intéressé est membre de l'une ou l'autre de ces deux chambres. Mais j'aimerais attirer déjà votre attention sur le troisième paragraphe. Lorsqu'on est en dehors de session, c'est-à-dire pendant les vacances parlementaires, ici, on n'a pas la loi, la Constitution n'a pas exigé l'autorisation de l'Assemblée nationale pour poursuivre le sénateur ou les députés. Parce que cet aspect des choses, on n'en parle pas assez dans notre pays. Il n'y a que les actes qui sont concernés par la Constitution qui requièrent l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et ici, lorsqu'on est en dehors des sessions, la Constitution est tout à fait claire. Elle dit qu'on ne peut arrêter un député qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Cela implique qu'on peut initier des poursuites sans arrêter le parlementaire en dehors des sessions et ça passe. Ça passe. Tel est le cas en France, tel est le cas en Belgique. Lorsqu'on est en dehors des sessions, il n'y a pas d'immunité possible. Mais ici, chez nous, au moins, on a permis, notre Constitution dit qu'on ne peut pas poursuivre, on ne peut pas plutôt arrêter en dehors des sessions, c'est-à-dire pendant les vacances parlementaires, un député sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais pour le poursuivre, on peut le poursuivre, on n'a pas besoin de l'autorisation. Voilà un peu, en gros, ce qu'on peut entendre par les immunités. Donc, lorsqu'on parle de lever les immunités parlementaires, figurez-vous qu'il s'agit des immunités des procédures, c'est-à-dire ce sont des obstacles à la poursuite ou à l'arrestation d'un député, les obstacles qui peuvent être surmontés, qui sont, n'est-ce pas, certaines formalités
qu'il faut suivre avant de pouvoir poursuivre ou arrêter un député. Et lever les immunités, c'est obtenir cette autorisation-là, accomplir cette formalité qui est prévue pour arrêter un député. Voilà pour ce qui est du premier point. Le deuxième point, quand est-ce qu'on peut poser le problème de lever les immunités? Quand est-ce qu'on peut lever les immunités? Est-ce qu'on peut lever les immunités dans la phase préparatoire du procès pénal ou dans la phase définitive du procès pénal? Vous comprenez déjà que je vous ai déjà introduit dans les deux grandes phases que comprend le procès pénal. Le procès pénal a deux phases. La première phase, c'est la phase préparatoire, alors que la deuxième, c'est la phase définitive. La phase préparatoire, qui la conduit, c'est le parquet. Et dans le cas, n'est-ce pas, des députés, des sénateurs ou des anciens premiers ministres ou présidents de la République, c'est le procureur général, selon le cas, près la Cour constitutionnelle ou près la Cour de cassation. Mais les immunités dont nous parlons ici, ce sont les immunités des députés. Pourquoi? Parce que l'honorable Matata, en plus du fait qu'il a exercé les fonctions de Premier ministre, fonctions dans lesquelles les faits qui lui sont reprochés auraient été commis, mais il a entre-temps la qualité de député national. Mais au moment des poursuites, au moment du début des poursuites, il avait la qualité de sénateur. Alors, est-ce qu'on peut parler de lever les immunités dans la phase préparatoire ou dans la phase définitive? Eh bien, lorsque nous lisons l'article 107 ici de la Constitution, vous voyez qu'il est muet sur la question. Et je comprends que c'est pour cela que beaucoup de gens sont dans la confusion, parce qu'on dit aucun parlementaire ne peut être poursuivi sans l'autorisation du Sénat. Soit dit en passant que lorsque le procureur près la Cour de cassation commençait les dossiers Matata, il avait sollicité d'abord l'autorisation auprès de l'Assemblée, plutôt du Sénat, et la plénière du Sénat avait refusé de lui accorder cette autorisation. Il a attendu donc les vacances parlementaires. Mais pendant qu'on est en vacances parlementaires, il introduit encore une demande d'élever les immunités. Et là, le bureau lui a accordé la demande, n'est-ce pas, et a levé en même temps les immunités. Là, a levé les immunités de M. Matata. Il avait levé ses immunités dans un dossier, le dossier de la relatif, n'est-ce pas, au fonds qui aurait été détourné dans l'opération des aérianisations, de l'indemnisation des victimes de la aérianisation. Et il a profité donc de cette autorisation qui lui avait été accordée pour, n'est-ce pas, glisser vers un autre dossier. Donc, profitant de la levée des immunités dans un dossier, il a également engagé des poursuites dans un autre dossier. Je dois dire que le règlement intérieur du Sénat dans l'époque n'avait pas interdit cette pratique-là. Il était muet sur la question. Mais si vous allez en France ou en Belgique, là, les choses sont tout à fait claires. On vous dit que
la levée des immunités ne vaut que pour les faits ou les infractions pour lesquelles elle a été sollicitée. Vous ne pouvez pas solliciter les immunités pour les poursuites, n'est-ce pas, pour certaines infractions, et en profiter pour initier des poursuites pour d'autres infractions qui n'avaient pas figuré dans la demande. Parce que, voyez-vous, quand vous introduisez la demande, l'Assemblée examine quand même votre demande. Elle examine cette demande, n'est-ce pas, au travers ou à l'égard des faits que vous lui avez exposés. Et l'autorisation est donnée seulement à l'égard de ces faits-là. Alors, vous ne pouvez pas en profiter pour aller vers d'autres faits. Le procureur l'avait fait, ce n'était pas justifié. Je dois être honnête pour vous le dire. Mais seulement, est-ce que le procureur était tenu de solliciter même cette autorisation-là? C'est là où se trouve le problème. Je vous ai dit qu'en dehors des sessions, je le relis, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau. On n'a pas dit que le parlementaire ne peut pas être poursuivi. On a dit seulement qu'il ne peut pas être arrêté. Vous voyez que le premier alinéa est clair. Il ne peut être recherché, donc poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé. Le deuxième, il ne peut être poursuivi ou arrêté. Mais le troisième, on dit seulement qu'il ne peut pas être arrêté lorsqu'on est en dehors de session. Vous ne pouvez pas arrêter un député sans l'autorisation. Mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas le poursuivre sans autorisation. Et là, tous les textes que vous connaissez disent cette chose-là. Mais je ne sais pas pourquoi nos magistrats se sentent désarmés devant les immunités au point de se plaindre comme ils se plaignent. Parce que si moi j'étais à leur place, je sollicite l'autorisation de poursuivre un député ou un sénateur, on me la refuse et j'attends les vacances. Dès que je suis en vacances, je poursuis sans avoir besoin, sans avoir jamais besoin de solliciter, n'est-ce pas, l'autorisation de poursuivre. Tout ce qui m'est interdit, c'est d'arrêter. Voilà, la Constitution est tout à fait claire. Alors maintenant, cela étant, j'aborde maintenant la question de savoir quelle est la phase durant laquelle on doit solliciter la levée des immunités. Pour l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, il faut le faire même pendant la phase définitive, alors que l'affaire est déjà en cours. Je dois vous dire que non seulement que l'affaire est en cours, mais la Cour a eu à déjà rendre des décisions, des arrêts, avant de dire droit dans l'affaire. Alors on lui dit de faire marche arrière pour demander, solliciter encore. Et c'est encore que ce n'est pas la Cour qui va solliciter, c'est le procureur près de la Cour qui doit solliciter. Voilà ce qu'on est en train de demander. Mais est-ce que la loi a dit que pendant que l'affaire est déjà devant la Cour, on doit arrêter l'instruction pour solliciter la levée des immunités? Voilà la question cruciale qui se pose. Le président Kamouleta a répondu sans beaucoup de détails en disant que on ne peut pas, cette question ne se poserait que si c'était dans la phase préparatoire. Maintenant qu'on est dans la phase définitive, la question ne se pose plus. Et de lui rétorquer, mais en quelle qualité pouvez-vous interpréter la Constitution alors qu'il y a eu d'autres cas dans lesquels on avait sollicité la levée des immunités. S'il y a eu d'autres cas, il faut examiner la spécificité de chacun de ces cas. Mais même s'il y en a eu, comme le disait l'honorable Vital Kamerhe, il faut se demander, mais si cette façon, si on avait agi comme il le dit, est-ce que cette façon d'agir était conforme à la loi? Que dit réellement la loi en la matière? Voilà le problème qui se pose.
Je disais tantôt que c'est vrai que l'article 107 n'est pas assez disert sur la question. Mais il faut maintenant interroger la procédure de levée des immunités. Si on avait interrogé la loi qui organise la procédure de la matière de levée des immunités, je crois qu'il n'y aurait aucun problème. Et moi, je vais donc vous amener dans cette loi-là. Et je prends l'article 75 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Donc la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Je prends l'article donc 75 de cette loi-là. Voyons un peu ce qu'elle dit. Nous allons voir à quoi finalement nous en tenir. Qu'est-ce que cette disposition-là dit? Je vais la lire in extenso et après je vais lire l'article 77 de cette loi. Je crois que vous aurez pratiquement la lumière sur la chose, sur la question. Voici ce que dit l'article 75. Sauf dans le cas où le parlementaire ne peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, là c'est le cas d'infractions flagrantes, il y a les cas aussi des infractions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression. Pour ces crimes-là, il y a ce qu'on appelle le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle qui fait qu'on ne va pas tenir compte des immunités pour ces infractions. Donc, pour ces cas-là, infraction flagrante, infraction, n'est-ce pas, de la compétence de la Cour pénale internationale, on ne peut pas tenir compte, n'est-ce pas, des immunités parlementaires ou même de l'immunité du président de la République, on n'en tient pas compte. Alors, sauf pour ces cas-là, dit l'article 75, si le procureur général, voilà celui sur qui pèse, n'est-ce pas, l'obligation de solliciter la levée des immunités. Ce n'est pas à la Cour, chers messieurs. Si le procureur général, près la Cour de cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire un réquisitoire aux fins de l'instruction. Aux fins de l'instruction. Et le deuxième alinéa, l'autorisation, une fois obtenue, le procureur général pose tous les actes d'instruction. Voilà le premier acte dans le sens de la levée des immunités. Vous sollicitez l'autorisation, n'est-ce pas, aux fins de l'instruction. Vous introduisez un réquisitoire. Et ce qui l'introduit, c'est le procureur général. Ce n'est pas le président de la juridiction de jugement, non. Et c'est dans quelle phase? Nous sommes dans la phase préparatoire. Pour commencer l'instruction préparatoire, vous obtenez l'autorisation aux fins de l'instruction. Je prends maintenant, et là vous allez voir, on dit les règles ordinaires, c'est l'article 76 ou 76. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. On dit c'est l'instruction préparatoire. Donc c'est tout à fait clair. Nous sommes dans la phase de l'instruction préparatoire. Toutefois, la Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas. Donc nous sommes dans la phase de l'instruction préparatoire. Les règles de procédure pénale ordinaire s'appliquent à cette instruction-là.
Maintenant, je prends l'article 77 pour que vous puissiez voir. Si le procureur général estime devoir traduire l'inculpé devant la cour, donc il a mené l'instruction, maintenant il trouve que je dois traduire la personne devant la cour, donc saisir la cour, il adresse un réquisitoire au bureau de la chambre dont fait partie le parlementaire, au fin d'obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites. Voilà, je crois que c'est tout à fait clair. Lever les immunités et obtenir l'autorisation des poursuites pour faire quoi? Pour, n'est-ce pas, saisir la cour, pour saisir la juridiction. Une fois c'est l'alinéa 2, une fois l'autorisation obtenue, il transmet le dossier au premier président pour fixation d'audience. Voilà comment s'achève l'instruction préparatoire. Une fois qu'il trouve que l'infraction est établie, les preuves sont suffisamment, n'est-ce pas, rassemblées, à ce moment-là, il doit traduire la personne qu'on appelle inculpé. À ce moment-là, il est inculpé. Hein? Et quand on parle de l'inculpé, ce n'est pas le prévenu. L'inculpé, c'est ce que la personne, n'est-ce pas, dans la phase préparatoire devant l'officier du ministère public. Mais lorsqu'il est déjà devant la juridiction, là, on parle du prévenu. Il est prévenu. Donc, s'il estime devoir traduire l'inculpé, n'est-ce pas? Vous voyez la précision des termes utilisés par la loi. Devant la cour, il adresse un réquisitoire au bureau de la chambre dont fait partie le parlementaire afin d'obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite. Donc, je crois que c'est tout à fait clair. Et une fois l'autorisation obtenue, il transmet le dossier au premier président pour fixation d'audience. Et cette disposition ici rejoint l'article 53 du Code de procédure pénale qui dit que si le ministère public estime devoir poursuivre, il transmet le dossier de la cause, les pièces et tout ça, et tous les éléments de preuve devant le président de la juridiction qui doit connaître la demande avec une requête aux fins de fixation d'audience. Et voyez l'alinéa maintenant 3, le procureur général fait citer le prévenu devant la cour en même temps que les personnes poursuivies et ainsi de suite. Donc vous voyez que la procédure de levée des immunités est cantonnée dans une phase précise du procès pénal, c'est la phase de l'instruction préparatoire. Donc, pour moi, je dis que le président Kamuleta avait raison, il a raison de dire que c'est la phase préparatoire. Seulement, je dois dire qu'il a eu quand même la maladresse de pouvoir s'exprimer ainsi, parce que l'affaire étant prise en délibéré, il n'aurait pas dû, n'est-ce pas, parler de ça, le délibéré étant secret, et lui faisant partie de la cour, il ne pouvait pas, il fallait tout simplement montrer au président de l'Assemblée nationale que ce n'était pas du devoir ou du pouvoir de l'Assemblée nationale de s'immiscer dans l'administration de la justice, parce que il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il doit respecter le pouvoir judiciaire. J'ai rigolé lorsque j'ai entendu un honorable député dire « Mais la justice est dite au nom du peuple, c'est nous les représentants du peuple. » Alors la Cour est les représentante de qui? C'est la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Et cette souveraineté nationale est exercée par voie, pas seulement du Parlement, mais de tous les organes de l'État. Le président de la République exerce la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Les cours et tribunaux rendent la justice au nom du peuple, qui est le souverain primaire. Donc vous n'allez pas dire qu'elle rend cette justice à votre nom parlementaire, non. Vous avez une parcelle de l'autorité de l'État
qui ne se mélange pas avec ce que les cours et tribunaux exercent aussi. Donc, je crois que j'ai été assez clair et que cette question ne va plus se poser. En attendant, donc, je vous dis à nous revoir et à très bientôt.